Messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver comme chaque mardi à partir de la station régionale de Constantine pour un Bonjour d'Algérie qui va essayer de s'intéresser au mois du patrimoine en premier lieu parce que nous sommes dans le mois du patrimoine et nous aurons deux architectes par vocation mais qui ont toujours bataillé pour la sauvegarde du vieux Mila et elles seront là pour nous parler de ce qui se fait notamment dans ce plan de sauvetage et de sauvegarde du vieux bâti de Mila. La semaine passée, on avait projeté un petit reportage justement sur ce qui se fait comme numérisation. On reviendra avec quelques images. Madame Bossof Fahima et Mariam Ziani viendront nous en parler dans un premier temps. Ensuite, nous allons parler du théâtre universitaire avec le festival qui se déroule actuellement à Constantine et il rend hommage à une figure de l'art dramatique, Hammoumi Ahmed, qui est parti et sa fille et un des membres du commissariat du festival Chicha, Mohamed Ali, viendront nous en parler. Ensuite, on terminera en poésie, et oui, parce que le patrimoine immatériel, c'est aussi la poésie. Et Madame Keltoum de Fous viendra nous parler de ce festival de la poésie féminine qui a élu domicile depuis très longtemps à Constantine et qui semble avoir des assises et beaucoup d'adeptes. Donc, chaque année, il y a un rendez-vous pour cette poésie au féminin. Alors, bien sûr, nous n'allons pas déroger à la règle, comme d'habitude, je le dis toujours. Petite virée sur Constantine et après, nous allons recevoir nos invités. Très belle balade et on en parlait avec mes invités. C'est toujours un plaisir de voler sur Constantine. Marhaba bikoum, mesdames. Madame Bossof, marhaba bik. Merci d'être là. Merci à vous de nous inviter. Mariam Ziani, marhaba bik aussi. Merci pour l'invitation. Alors, votre invitation s'impose puisque vous avez toujours bataillé pour préserver ce qui reste. Parce qu'il faut sauver ce qu'il y a encore à Mila. Donc, le projet ne date pas d'hier. Ça fait combien de temps, Madame Bossof? Ça fait presque une dizaine d'années. Un peu plus. Ça date de 2012. Enfin, je parle du projet. Du projet, bien sûr. Du projet. Mais bon, il y a toujours l'association qui a toujours bataillé pour Mila. C'est-à-dire elle a toujours été active. Très bien. Et là, nous avons Madame Mariam Ziani qui est chef de projet. Bureau d'études. Je suis bureau d'études. Madame Bossof qui est chef de projet. Alors le projet, il consiste en quoi exactement? Qu'est-ce que vous allez faire? Parce que là, on a vu un déblayage, vous avez... Alors, pour rappel, le vieux Mila ou la vieille ville de Mila était doté d'un plan de sauvegarde. Donc, secteur sauvegardé, classé secteur sauvegardé, doté d'un plan de sauvegarde qui a été élaboré, finalisé, approuvé en 2018. Et dans le plan de sauvegarde, il y a les mesures d'urgence. Donc, en fait, ce qui est en train de se faire maintenant, c'est une inscription, c'est les mesures d'urgence qui sont inscrites dans ce plan de sauvegarde. Ces mesures d'urgence sont beaucoup plus une opération de sauvetage. Alors, une opération de sauvetage, c'est une intervention qui est organisée pour récupérer, préserver, protéger et conserver tout ce qui est patrimoine culturel. Et ce que vous avez vu sur terrain, les désenclavements justement ont permis d'abord de nettoyer et sécuriser le site, ça c'est la première chose très important. Et puis ça permet aussi de documenter, de numériser, de trier, récupérer tout ce qui se trouve à l'intérieur. Donc il y a eu beaucoup de découvertes fortuites dans ces désenclavements et ça permet aussi de préparer la reconstruction du site. Voilà. Alors sur le terrain, ça se passe comment? Qu'est-ce que vous avez trouvé de fortuit, de hasardeux? Même s'il y a comme le mausolée de Sidi Saïdoun qui a été ressorti, on le croyait, je crois, disparu, c'est ça? Oui.
Alors, je vous explique. Déjà que je tiens à préciser juste que le plan permanent de sauvegarde, c'est un poste spécifique, c'est-à-dire qu'il est doté d'un règlement. Et c'est à partir de ce règlement que des opérations de restauration sont faites et nous sommes obligés de suivre ces recommandations. Donc, c'est-à-dire l'idée de cette opération de mesure d'urgence est faite d'une façon différente par rapport aux autres secteurs sauvegardés. C'est-à-dire normalement, quand nous présentons des opérations de mesure d'urgence, d'habitude, on procède à des étaillements, au calage des murs. Des étaillements qui sont posés ou avec, avec du bois ou c'est métallique. En tous les cas, c'est des calages qui permettent justement aux murs de ne pas s'effondrer, aux maisons de ne pas s'effondrer. Alors, ce qui s'est passé à Mila, c'est-à-dire on a procédé d'une façon différente. On s'est posé un questionnement d'abord, le pour et le contre. C'est-à-dire si on va procéder au calage des murs, c'est un montant assez conséquent justement dont Mila a bénéficié pour cette opération de sauvetage. Et donc, nous avons posé un questionnement, le pour et le contre. Donc, le calage, c'est vrai que va permettre aux maisons de ne pas s'effondrer, aux murs de ne pas s'effondrer. Mais en parallèle, il y a une problématique qui s'est posée, c'est que Mila, c'est une stratification de plusieurs civilisations. Donc vous avez beaucoup d'arcs, beaucoup de portes qui sont tronquées, c'est-à-dire elles n'ont pas la hauteur qu'il faut, réglementaire justement, pour laisser le passage. Et donc, avec cette opération de calage et d'étaillement, nous allons déjà bloquer les murs, bloquer plutôt les passages, les rues. Et donc les ruelles sont un peu étroites et ça allait poser vraiment des désagréments pour la population parce que quand même c'est un secteur qui est encore habité. C'est ça ce qui est après, c'est qu'il y a encore des gens qui habitent. Exact, oui. Elle est encore vivante. Des bâtiments menaçants, en ruine. Donc je ne sais pas. Il y a quand même peut-être qu'il faudrait délocaliser et essayer de préserver parce qu'il ne reste pas beaucoup de choses dans le vieux Mila. Il y a une partie seulement. C'est pas toute. C'est-à-dire le secteur sauvegardé sur 47 hectares quand même. Ce que vous avez vu, c'est en intramuros. Mais Mila, justement, elle est connue pour ses jardins historiques, les jardins de Milève qui font partie de la périphérie Mais le secteur sauvegardé, justement, il est un peu plus grand. En intramuros, c'est 7 hectares. En extramuros, ça va jusqu'à 47 hectares. Et donc, comme je disais, donc, nous avons déjà élaboré une opération de sauvetage de la fontaine quand on était sur place pour l'élaboration du plan permanent de sauvegarde. Donc, nous avons été sollicités, bien sûr, bénévolement par la wilaya pour essayer de trouver une solution pour sauver cette fontaine et la porte, justement, qui menaçait ruine, la porte Bab el-Bled, qui est la porte importante principale de la ville, qui est un arc tronqué. Et donc, quand nous avons justement procédé à la pose de calage et d'étaillement, eh ben, nous avons remarqué que tout allait être bloqué et que c'est-à-dire ça allait Vous ne pouviez pas bloquer les gens. Donc, il fallait laisser la circulation. Donc, il fallait procéder à une autre opération. Donc, nous avons fait des relevés pour la maison qui menaçait ruine. Nous avons démonté les murs. Nous avons procédé au rebouchage des fissures, le désherbage. Nous avons enlevé les arbres. C'est-à-dire essayer de lier les pierres qui forment la muraille l'une avec l'autre avec des joints en sable avec du sable et de la chaux. La porte aussi, donc on a allégé, donc on a nettoyé la porte, on a allégé ce qu'il y avait au-dessus de la porte, replacé les pierres là où elles étaient, parce que c'est des pierres de très grosses pierres romaines. On se demande comment ils faisaient avant. Exact, parce que après, il devait être très fort. Très fort. Alors la muraille, elle est byzantine, mais c'est de la récupération des pierres romaines, parce que le site romain est extramuros, pardon. Oui. Mais quand la civilisation byzantine est venue, donc ils ont restreint la ville, et c'est là où ils ont construit la muraille. Et donc ça a marché. Il y a eu le séisme, la porte n'a pas bougé, la fontaine n'a pas bougé, voilà. Et c'est de là où nous est venue l'idée justement de procéder à ces mesures d'urgence de cette manière. Pourquoi poser un calage qui peut être volé, qui n'a pas de durée de vie limitée et qui coûte cher en plus. Qui coûte cher, qui peut perdurer dans le temps c'est-à-dire en laissant tous les désagréments possibles sur le site. Et donc c'est de cette manière qu'une réflexion est venue. Comment procéder différemment? Le principe, c'est de faire ressortir les parcelles, parce que tout était enfoui. Donc le principe initial, c'était de faire ressortir toutes les parcelles, désenclavement, à savoir le désenclavement, faire ressortir la crainvière,
tout le réseau viaire qui existait, parce qu'il y a un chemin touristique en delta qui a été proposé, et nous avons justement l'intention de l'aménager, exactement, avec des plaques signalétiques, un éclairage. Et voilà, et procéder de cette manière pour essayer de sauver ce qu'on a trouvé, c'est-à-dire les pans de murs que nous avons trouvés, essayer de les conforter, de les reboucher, de les consolider, et de cette manière, nous allons sauvegarder ce qu'on a trouvé, et ça va servir comme une plateforme pour une éventuelle restauration, c'est-à-dire au lieu de procéder au calage, et après, quand il y aura une opération de restauration, donc il va procéder au nettoyage et tout, donc nous avons préparé le terrain pour une recherche, pour des études, etc. Alors, on s'est rendu lors d'une opération de numérisation et de photographie du site. Qu'est-ce qu'elle peut servir pour vous? Qu'est-ce que c'est un outil nouveau? Parce que vous allez avoir peut-être après je ne sais pas, une visite virtuelle, un schéma. Qu'est-ce que ça peut vous servir? C'est très important, parce que ça peut servir plus tard pour les opérations de reconstruction surtout. Toute opération de reconstruction doit procéder par le relevé qui avant se faisait avec des moyens, pas comme le scan, des moyens très simples, et ça prend beaucoup de temps pour faire le relevé. Et il y a aussi le problème le fait qu'il y a eu des effondrements. Les parcelles ont été un peu perturbées, puisqu'il y a eu des empiètements, c'est-à-dire des maisons qui sont encore là, qui ont empiété sur... et ça, c'est très difficile Par contre, avec le scan, on peut avoir tous ces détails-là et pouvoir récupérer au moins le parcellaire de la ville. Je vous propose d'écouter le professeur Segni Abdelaziz, qui est président de l'association, et qui est là, c'est son cheval de bataille. Oui. Et on l'a rencontré lors de notre visite. Je vous propose de l'écouter. Après, nous allons encore plus détailler ce qui se fait en matière de sauvegarde. D'accord. Un essai dans le cadre de la numérisation, on avait commencé par la fontaine romaine, qui a été numérisée par l'équipe du Centre de recherche en aménagement du territoire et qui a été présentée l'année passée à l'occasion de la journée du patrimoine. Et c'est une visite virtuelle qui a eu tellement d'aura, et je dirais d'audience, et qui a permis aux gens qui se trouvent très 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 loin de replonger un tout petit peu dans leurs origines. Et donc, l'appétit venant en mangeant, nous avons programmé pour cette année, et donc, la numérisation d'autres sites qui ont une valeur historique. D'abord, la première mosquée construite en Algérie, qui est la mosquée de Boumouhajer Dinar. Deuxièmement, les maisons des grands de cette révolution algérienne et de cette vieille ville, qui sont Feu Bossouf et Feu Bentobal. Et nous avons ajouté donc quelques sites qui sont historiques et qui représentent quelque chose pour les anciens Bileviens et même pour les Algériens. Entre autres, le siège de l'association elle-même, qu'on a occupé il y a une vingtaine d'années en état de ruine et qui a été réhabilité pour compte par le propriétaire et qui l'a mise à notre disposition. La deuxième partie de cette numérisation, maintenant, les moyens modernes permettent avec un drone de faire des relevés photographiques à partir du ciel et à l'aide de modélisation, on arrive à reconstituer, c'est-à-dire à voyager dans le passé et essayer avec les documents qu'on peut réunir, photographies, cartes postales, la mémoire des personnes, à essayer de reconstituer du point de vue numérique, du point de vue modélisation, ce qu'était le vieux Mila il y a quelques dizaines d'années, pour ne pas dire il y a un demi-siècle ou un siècle.
quand on écoute, bien sûr, mais quand on voit ces images, on voit déjà qu'une partie a été déjà réalisée avec des petits bouts de mur, ce qui a été aussi ressorti de la terre, parce qu'il y a eu beaucoup de choses qu'on n'a pas vu malheureusement dans toutes les images, mais il y a eu beaucoup de choses, comme vous le disiez, découvertes fortuitement. Alors qu'est-ce que vous avez découvert qu'on ne m'a pas montré? Déjà que nous avons retrouvé pratiquement toutes les traces de murs que nous voyons juste sur des cartes historiques, parce que tout était enfoui. Déjà, quand nous avons effectué la genèse historique, l'étude historique du plan permanent de sauvegarde, nous avons utilisé des cartes historiques et nous savions qu'il y avait c'est-à-dire un substrat sous ce qu'il y avait sur place. Et ça a permis justement de vérifier les hypothèses qui ont été émises. L'exactitude des cartes qui ont été effectuées justement au 19e siècle. Il y a même des cartes qui ont été effectuées en 1867, etc. Et donc, ça nous a permis justement de conforter notre thèse et la découverte de la porte, d'une porte de la ville qui était enfouie sous les décombres de la maison Bentabel. Donc la maison Bentabel est construite sur une porte de la ville. D'accord. Donc ça veut dire qu'il y avait un accès à la ville sous une maison. Il y avait 4 portes. Voilà. Ça, c'est une des choses. J'ai eu aussi dans la mosquée, j'avais rencontré le professeur Aïbich qui avait des théories sur la mosquée Sidi Ghanem, mais il était encore étonné de découvrir, parce que je crois qu'on est descendu à 2 mètres sous terre, et là, il avait fait de la découverte d'autres traces. Il y a une lecture qui va se faire. Ça remet en cause quelques hypothèses aussi. Exactement. Ça remet ou ça peut confirmer certaines hypothèses. Ou confirmer, bien sûr. Ça peut confirmer. D'où la numérisation est importante, justement. Quand on désenclave, quand on nettoie et quand on fait ressortir ce qui est enfoui, c'est à partir de là que nous élaborons nos relevés. Les méthodes donc, sont vraiment avancées pour effectuer des relevés détaillés avec le scan ou la photogrammétrie. Et c'est à partir de ces relevés, justement, que nous procédons à des superpositions pour essayer de trouver une lecture cohérente, scientifique, logique, par rapport à des hypothèses déjà émises. Voilà. D'accord. Moi, ce que j'ai aussi personnellement apprécié, c'est la présence quand même de 2 centres de recherche, d'universitaires, qui sont là bénévolement. Oui. J'aime bien le bénévolat autour de ce plan de sauvegarde. Et justement, il y a un autre aspect qui n'a pas été révélé. Oui, on n'a pas tout dit. Par rapport à l'intervention ou la coopération avec l'université, au niveau de notre département d'architecture, cette année, il y a eu un atelier consacré à Milan, dont je suis la responsable. J'encadre des étudiants qui travaillent sur Milan, qui ont des projets de reconstruction et de reconversion. Donc il s'agit de la maison du Moudjahid par rapport à la maison Bentabel et la maison Benzarafa. Il s'agit aussi de la mise en valeur du quartier Sidi Saadoun par la reconstruction et reconversion d'une maison d'hôtes adossée à une muraille, donc la mise en valeur de la muraille. Et donc il y a tout un projet des étudiants qui travaillent justement sur tout ça vous aide, je crois. Oui. Les études, c'est le but, justement, les recherches. D'autant plus qu'il y a un circuit touristique. Donc ces éléments, ces projets-là vont donner. Voilà, tout ça converge vers la création, l'aménagement d'un circuit qui permettrait aux gens de faire un tour dans l'histoire. Voilà. C'est ça. Exact. Ouais. Alors, ce qui est bien aussi, c'est que vous avez ramené quelqu'un qui est établi à l'étranger, qui s'appelle Fouzi Domez, qui est enseignant à l'université de Rome. Bon, il est algérien, mais il travaille en Italie. Et là, ce qu'il a fait, c'est quand même assez intéressant. Je vous propose de l'écouter parce que dans son exposé, qu'on nous a expliqué, c'était... moi, je préfère qu'on l'écoute, parce que lui, il va donner encore d'autres explications sur son travail pour justement la sauvegarde. Et la sauvegarde passe par la numérisation du site. Il nous explique comment ça se fait. Je suis toujours resté très lié à l'Algérie.
avec beaucoup d'amis, etc. Je suis membre de pas mal de conseils scientifiques, donc c'est ça mon lien. نجي ونروح parce que je suis membre de conseil scientifique مع الجامعة تاع باب الزوار مع le CRAT مع لحقنا لهاد moi au fil des années في l'Italie j'ai développé la spécialité de la géomatique, c'est-à-dire l'utilisation de l'informatique et de l'instrumentation de pointe pour la digitalisation, pour la création de données de qualité. OK, de qualité autonome et rapide. Alors le drone اللي اليوم راكم تشوفوه باللي راح نستعملوه باسكو بكري كنا باش يكونوا عندنا des images vues du ciel, il fallait contacter des agences spatiales. تشري photos satellites ou تشري photos aériennes et c'était très très coûteux. Il y a eu le mouvement à la recherche qui s'est équipé de drones. Donc on devient des producteurs de données autonomes. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Du moment que on a affaire à un problème spatial, d'abord il faut faire une première cartographie mise à jour de Mila et de la vieille ville de Mila. Le meilleur moyen, c'est le drone. Donc on va voler à basse altitude. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire de la photogrammétrie aérotransportée. C'est-à-dire que le drone a une caméra de bonne qualité, on a un programme, on va cercler la ville, c'est une grille, où il y a des photos qui manquent le et grâce à ces photos, on a des logiciels de photogrammétrie qui vont interpoler un modèle 3D. Donc il y a un modèle 3D, nous la ville en couleur, nous un nuage de points en couleur, nous une topographie plane précise au centimètre. Centimètre, c'est-à-dire que les archéologues, les déjà taillés. Donc, ils ont tout ce qu'il faut. Je les aide un peu à orienter le travail. Mais ils savent très bien faire leur travail. Ce qu'on va faire, c'est aussi, on va faire des points géodésiques qui sont de précision centimétrique. On va corriger les photos, on va les reprojeter à une précision centimétrique. يعني كي يحكم l'architecte في l'ordinateur تاعو la photo يعطوها له qui mesure centimètre c'est le centimètre. Là, quand il donne quand même des précisions, ça a de la valeur, il l'explique. Alors, que peut vous apporter son travail? Ah oui, il apporte beaucoup. Déjà, donner l'opportunité aux archéologues de travailler, de faire leur travail, et puis commencer à faire, à reconstruire, parce que le vieux Mila, il a besoin d'être reconstruit pour qu'il retrouve son homogénéité. Oui, oui, surtout vous qui êtes sur le terrain. Oui, la main humaine justement a fait ressortir ce qui était caché, si vous voulez. Et là, ces technologies nouvelles permettent justement de laisser une trace de ce que nous avons trouvé et laisser une cartographie précise, comme il l'a dit, au centimètre près, pour pouvoir effectuer d'autres études de recherche, de restauration, etc. Alors je tiens juste à remercier justement l'association des Amis du Vieux Mila qui a toujours œuvré pour la sauvegarde de ce vieux Mila par l'élaboration d'un poste. D'abord grâce à ce poste, donc le Vieux Mila a été érigé en secteur sauvegardé. Déjà elle a œuvré justement avec la direction de la culture pour avoir débloqué un montant assez conséquent pour l'élaboration des mesures d'urgence, mais aussi pour d'avoir signé une convention avec l'université de Constantine. Et c'est grâce à cette convention justement que nous pouvons bénéficier de toute cette recherche. Exactement, de cette recherche, de toute cette documentation.
importante. Au lieu des décombres qu'on avait, on a maintenant des murs, même si c'est juste des petits murs qui... mais c'est déjà ça. Et surtout qu'on peut restaurer. C'est surtout ça, c'est avoir une crédibilité justement pour prouver que tout est possible, qu'on peut restaurer n'importe quel édifice, n'importe quel monument, n'importe quel état de maison à l'identique. C'est ce qui est important. Nous avons même désenclavé des parties où il y avait des fours antiques qui ont été découverts. Le four, il existe à l'intérieur du vieux Mila, du secteur sauvegardé derrière une maison. C'était une boulangerie qui est vraiment construite avec du brique. De très longtemps. De très longtemps. De très longtemps, c'est quoi très longtemps? Ça peut aller jusqu'à l'époque punique. Exact. Il faut le travail des historiens et des archéologues qui peuvent cette dater. numérisation peut justement apporter un plus pour être utilisé comme support justement pour d'éventuelles recherches. C'est-à-dire, suite à cette opération, donc tout va être relevé, tout va être documenté, répertorié, même les découvertes des objets que nous avons trouvés sur place. Ça va être un musée à ciel ouvert, justement, proposer des études de recherche pour d'éventuelles recherches historiques, archéologiques, les etc. archéologues, les architectes, c'est bien. Alors, vous savez, lors de la visite, M. Doumez nous a montré quelque chose qui semblait être quelque chose de très unique, qui n'était pas très répandu. C'est dans les murs, on a trouvé des bouts de bois qui ont été infiltrés dedans. Des bouts de bois qui servaient. Il nous a expliqué que c'était. C'est un chaînage. Non, c'était. Ce qu'il a expliqué, c'était pas. Parasismique. Voilà. Nous, on ne connaissait pas. Donc, ça existe dans toutes les constructions anciennes. Même à Constantine, à la Casbah d'Alger, on utilise justement ces bouts de bois pour permettre la flexibilité du mur. Lors des vibrations ou des secousses telluriques. C'est le génie de l'être humain. Même il y a des siècles, il savait préserver sans avoir fait d'études en architecture, ni en études géologiques. Il faisait ça. Et ça, c'est très important. Tout était pensé à l'époque, que ce soit par rapport aux matériaux, par rapport aux intempéries, la récupération des eaux pluviales. Tout était réfléchi. Et vous avez la chance pensé. encore. À Mila, il y a encore le Ain el-Bled qui est l'une des plus anciennes fontaines en activité. Toujours en activité. En activité, toujours. Ouais. Moi j'en connais une autre. C'est pas très loin d'ici, c'est dans la région de l'Gararam. Aussi, une autre fontaine romaine qui est toujours en activité, mais qui est très loin, qui n'est pas visible. C'est pas là, c'est la fontaine de la ville. C'est la fontaine de la ville. Ouais. Et la ville porte le nom. Tient son nom des sources, c'est ça ce que vous expliquez tout à l'heure. Donc c'est beaucoup d'histoire quand même. Voilà, quand on est dans le mois du patrimoine et découvrir autant de choses, ça va vous permettre. Et on a un pays très riche. Et ça c'est un petit bout. Alors c'est Mila, c'est juste un petit bout, mais il y a encore d'autres. Peut-être que ça va encourager d'autres associations, d'autres architectes à peut-être essayer de sauvegarder leurs petits patelins, parce qu'il y en a beaucoup comme ça. Le but, justement, notre but actuellement, c'est de pouvoir présenter les différentes strates. C'est-à-dire vous avez la période romaine, vous avez la période byzantine, vous avez la période ottomane. Quand vous voyez un mur qui a été, qu'on a dénudé, que nous avons traité, donc vous allez pouvoir lire la stratification sur ce mur, les différentes civilisations. On peut dire romaine ou on peut dire antique seulement, parce qu'on ne sait pas réellement entre la période romaine et la période numide, c'est un peu il n'y a pas beaucoup de temps. Il n'y a pas beaucoup de temps. Et puis, il y a une c'est très court. On dit c'est 2-3 siècles, mais c'est court en termes d'histoire, parce qu'on ne construit pas j'imagine que l'on construit sur ce qui est ancien. On ne construit pas quelque chose de nouveau. Tout à fait. D'où la stratification, justement. Et c'est pour ça qu'il y a des niveaux. Et je crois qu'on n'est pas encore... Il faut encore peut-être descendre un peu plus bas. Le niveau romain, il est plus bas. Le niveau romain, il est beaucoup plus bas. C'est-à-dire, pratiquement, quand on a fait notre recherche notre recherche historique, nous avons supposé que le niveau romain était le niveau de la fontaine. Parce que, c'est-à-dire, vous êtes obligé d'emprunter des escaliers pour descendre à la fontaine. Donc, au moins, le niveau romain, il est à ce niveau, au niveau de la fontaine romaine. Très bien.
Alors, votre expérience en matière de restauration, puisque vous avez restauré quelques édifices à Constantine, donc va vous servir pour Mila. Est-ce que c'est la même technique ou c'est autre chose? La technique de construction est pratiquement la même, mais les typologies sont différentes. Les typologies architecturales, constructives, c'est un peu différentes par rapport aux matériaux, par rapport à... Même par rapport à du point de vue architectural. C'est autre chose. C'est beaucoup plus... À Mila, c'est beaucoup plus... c'est beaucoup plus le rural, c'est-à-dire on a les cours et la maison est organisée autour d'une cour. Il n'y a pas vraiment le patio comme à Constantine avec... ça veut dire qu'il y a une construction citadine à Constantine. Voilà, Constantine, mais rural beaucoup plus... à Milan. Même à Constantine, il y a des quartiers qui se rapprochent du rural, surtout à la basse Soueqa. Il y a des maisons à jardin, il y a des maisons à cour. Jardin, même avec des écuries, avec des maisons avec des écuries. Tout à fait. Je crois qu'il y avait la maison de celui qui s'occupait du voyage, d'organiser le voyage du pèlerinage chaque année. Il avait une écurie proche de la maison. Donc, plusieurs maisons avec des écuries. À Constantine, les maisons sont un peu plus riches en éléments architectoniques. C'est-à-dire vous avez beaucoup de marbre, beaucoup de chapiteaux avec ornementation. Les matériaux utilisés sont des matériaux nobles. Ça, beaucoup de marbre, beaucoup de zlige. À Milan, pratiquement, quand nous avons fait l'enquête, nous n'avons trouvé aucune maison avec un revêtement mural en zlige. Même le marbre. Même le marbre, pratiquement, il est inexistant. Sauf terre cuite. Sauf la statue. Sauf la statue. La statue ouais. seulement. La terre cuite et la brique pleine posée à plat. La pierre, c'est des matériaux bruts. La brique et le pisé. Est-ce qu'on peut aller vers la création d'une spécialité au sein d'un institut d'architecture spécialisé dans ce domaine, c'est-à-dire aller vers la restauration, la reconstruction, la recherche? Est-ce qu'on peut? Est-ce que c'est possible? C'est possible, oui, mais bon, il faut de la volonté pour ça. Il faut qu'il y ait des gens derrière qui puissent arriver à se... vous êtes à l'université, donc c'est déjà un pas. À l'université, on est passé par plusieurs phases. C'est-à-dire, il y a eu une période où on avait l'option, il y avait des options au niveau de l'architecture, et il y avait l'option patrimoine. Par la suite, il y a eu, on a basculé vers le LMD, et là, on revient vers le classique. Et en ce moment, c'est au choix de l'étudiant. S'il veut travailler sur le patrimoine, il n'y a pas un atelier spécialisé, sauf cette année pour l'atelier Mila. Ça serait bien de créer un atelier Mila, un atelier Constantine, parce qu'il y a la chance d'avoir des gens sur le terrain qui sont en train de travailler comme vous. C'est une expérience qui est quand même indéniable, donc on ne peut pas Par contre, à Blida, il y a un master, au département d'architecture de Blida, il y a un master spécialisé, un master professionnel spécialisé dans la préservation, dans le patrimoine. Voilà. Très bien. Alors, ce que vous faites aussi, c'est qu'on m'a expliqué que vous décortiquez le mur, vous notez, après vous remettez en place. C'est une opération délicate. Oui. On démonte, donc on fait des relevés exacts, on démonte et on remonte. C'est pas compliqué? Non. C'est comme un puzzle qu'on défait et qu'on reconstruit. Justement, comme vous l'avez dit tout à l'heure, justement, nous avons eu l'occasion justement d'apprendre quelques techniques de restauration par rapport aux années précédentes. C'est-à-dire, il y a quelques années de cela, une quinzaine d'années, une vingtaine d'années, on cherchait justement la collaboration avec des étrangers pour qu'ils nous apportent les techniques de restauration. Mais là, actuellement, c'est-à-dire, il y a des formations qui sont en train d'être effectuées par l'université, par les chefs de projet, par les chantiers qui sont en train de se faire un peu partout à travers l'Algérie, et donc nous avons acquis une certaine expérience dans ce domaine. Cette expérience, nous sommes en train justement de la léguer à d'autres, parce qu'il y a beaucoup de chantiers de restauration, même à Constantine, qui se sont ouverts. Et cette expérience, nous sommes en train de la léguer à d'autres architectes qui débutent dans le métier. Et c'est par rapport à cela qu'on est arrivé justement à avoir des éléments compétents dans le domaine de la restauration pour pouvoir suivre toute opération. Et de ce fait, donc, si vous voulez, c'est un peu compliqué quand on en parle, mais quand on est sur site et quand l'entreprise est spécialisée, le bureau d'études est là pour la guider, c'est une opération, si vous voulez, de routine. On est obligé de procéder de cette manière. Exactement. Même au niveau de l'entreprise, maintenant, il y a quand même de la qualification des ouvriers qui travaillent, qui font le travail
sur chantier. Donc il y a quand même une évolution par rapport à ça, une qualification. Et les artisans maintenant qui participent beaucoup pour la céramique, pour la tuile traditionnelle, la brique, le bois. Il y a des artisans qui la restauration ça veut dire déjà que c'est bois. déjà possible, parce Oui. que c'est vrai qu'il y a une quarantaine d'années, la restauration était un peu plus difficile. Mais maintenant, c'est bon, c'est Oui. concrétisable. Et c'est pour ça, peut-être que l'université gagnerait à avoir une spécialité dans ce domaine. Oui. Ça serait bien. Voilà. Oui. Je ne sais pas si... déjà qu'ils collaborent gratuitement, ça serait bien qu'ils créent des voies pour améliorer et l'objectif, c'est surtout ça, c'est préserver le patrimoine. Oui. Je pense que c'est ça. Alors, je sais qu'il y a quelques années, votre premier objectif, c'était déjà de mettre un périmètre de sécurité pour préserver. Maintenant, quand vous voyez qu'il y a des travaux de restauration, d'aménagement, je crois qu'il y a une grande avancée par rapport à il y a 20 ans, 30 ans. Oui. Les choses deviennent plus claires et il y a un chemin qui se trace, il y a une feuille de route qui est déjà tracée maintenant, la feuille de route. On n'a qu'à la suivre et puis peut-être arriver à l'aboutissement, à la concrétisation du projet. Et il y a 20 ans, quand vous donniez, votre papa donnait le siège, sa maison comme siège à l'association, je crois que c'est l'un des actes fédérateurs de ce mouvement. Je l'appelle mouvement. Oui. Voilà. D'ailleurs, c'est une maison, elle est de typologie vraiment traditionnelle milovienne. C'est une maison ancienne, c'est une ancienne maison d'un gouverneur turc qui a été restaurée par mon père. Et donc, elle a été donnée à l'association pour l'élaboration de son siège dans cette maison. Et elle est devenue justement un symbole et un point de repère au niveau de la vieille ville. C'est-à-dire n'importe quel visiteur, quand il y vient, il fait un tour et de voir la typologie traditionnelle de la maison. Elle a un charme spécifique, elle est adossée à la muraille. Quand on marche sur sa galerie, donc on marche sur une muraille qui donne sur des meurtrières, qui donne sur l'extérieur, sur le rempart. Donc elle est devenue un point de repère par un simple geste de restauration fait par le propriétaire. Ce serait bien que d'autres fassent la même chose et surtout qu'il y en a beaucoup, il y a beaucoup de gens qui peuvent se permettre de restaurer leur maison. Ça, c'est énorme. Là, c'est le sommaire d'une visite peut-être qui sera possible dans les prochaines années. La plupart des constructions sont des propriétés privées. Donc maintenant, il faudrait que les propriétaires... Allez, on va lancer un appel, parce que là, en arrivant en fin d'émission, c'est bien de lancer un appel aux propriétaires. Je pense que l'État avance une idée. Il y a une aide pour les gens qui veulent reconstruire ou restaurer leur maison. Il y a une aide de l'État pour les encourager à... Très bien. Bon. Et justement, ce que nous avons essayé de faire, justement, de faire croire aux gens que tout est possible, la restauration est possible, que même la maison, quand elle est effondrée, on peut la reconstruire. Il y a des maisons à symbole, comme l'a dit Monsieur Dr Stegni, Maison Bossov, les propriétaires étaient contre sa restauration. Quand ils ont vu justement ce que nous avons fait ressortir et ce que nous avons fait avec les moyens de bord, avec juste une opération de mesure d'urgence, donc là, ils sont en train de nous contacter justement pour pouvoir effectuer une opération de restauration. Ça fait bouger. J'espère que notre émission, votre passage dans notre émission va essayer bien de faire des jaloux. De faire passer le message. Mesdames, merci beaucoup. Un dernier mot avant de nous quitter. Madame Bossov. Eh bien, justement, la réussite de cette sauvegarde, c'est l'implication et la responsabilité de tous. Ce n'est pas les architectes, ce n'est pas le bureau d'études, ce n'est pas le chef de projet. Voilà, c'est l'affaire de tout le monde que les propriétaires s'y mettent et les associations sont déjà là
les acteurs. Ça devient plus facile parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont déjà passés par là. Un dernier mot, Madame Benziani. Alors, je tiens à vous remercier à chaque fois pour nous avoir invités, pour nous inviter et nous donner l'opportunité de parler de cette sauvegarde, de la sauvegarde du patrimoine, à votre sensibilité à la sauvegarde. Et c'est très important justement pour essayer de vulgariser, de faire passer le message et pourquoi pas de pouvoir obtenir d'autres opérations de restauration pour pouvoir sauver justement notre patrimoine. Inch'Allah, j'espère qu'on nous trouvera le temps et les moyens, surtout techniques, d'aller à Mila pour faire une émission sur la préservation du lieu. J'espère. J'espère avant la fin du mois du patrimoine, on va essayer de faire, de programmer une émission là-bas dans le vieux Mila. Mesdames, merci d'avoir répondu à notre invitation et puis je vous souhaite bon courage et je vous dis à très bientôt parce que je crois que du moment que nous sommes dans le mois du patrimoine, on va encore reparler de Mila, mais aussi de la préservation du patrimoine matériel et immatériel de l'ensemble de l'Algérie, pas seulement de Constantine et de Mila. Merci mesdames, je vous offre une petite chanson, je sais que vous aimez le Malouf, je vous offre Chérif Ben Rachi, un petit moment, juste le temps de passer et de parler du festival du théâtre dans la prochaine partie de l'émission.
Voilà, alors nous étions avec Chérif Benlachi et ce passage, c'était lors du mois de Ramadan, dans les soirées ramadanesques à Constantine. Alors j'ai le plaisir de recevoir deux personnes, d'abord qui vont nous parler d'une personnalité du monde de l'art dramatique qui nous a quittés, et le festival du théâtre universitaire lui rend hommage cette année. Il s'agit de Ahmed Hammoumi, Rabbi yarhamou, docteur, qui a beaucoup fait pour le théâtre. D'ailleurs, Madame Hammoumi Hassania est là. Marhaba bik, Madame, merci d'être là. Merci beaucoup. Et de nous faire le plaisir de venir nous parler de ce... Voilà. Et à vos côtés, il y a Chicha Mohamed Ali, qui va nous parler du festival. Vous êtes membre quand même du commissariat. Oui. Voilà. Juste, nous on est galants, on commence par les dames. Oui, bien sûr. D'abord, parce que il y a Kakassi. Oui, effectivement. D'abord, Hammoumi était un grand homme de théâtre. Je crois que vous avez accompagné tout son parcours pour le théâtre, pour le 4e mars qu'il a donné. C'est juste, mais c'est une personnalité qu'on ne connaît pas beaucoup, qui n'est pas très médiatisée, malgré tout ce qu'il a fait pour le théâtre. Premièrement, il est très discret. Il ne parle pas de lui. Je ne sais pas ce que je peux vous dire. C'est après sa mort qu'on l'a découvert. Voilà. Mais c'est quelqu'un qui a voué toute sa vie au théâtre. Presque 56 ans d'université. Hein. C'était lui qui a créé le premier... comment on dit, département théâtre universitaire. Oui, à Oran. À Oran. Et mon rêve, c'était de venir faire des études à Oran avec lui. C'était au début des années 90. Et c'est vrai c'était seulement l'université d'Oran qui formait des critiques en théâtre. Ça, c'était rare. Et ça, c'est une des prouesses qu'il a réalisées. D'après le Mohafed, monsieur Bibi Gazdin, il m'a dit que pour lui, il pensait parler de monsieur Hammoumi. Mais finalement, je n'ai rien à dire parce que la plupart de ses étudiants étaient présents et tout le monde le connaissait, donc voilà. Et ça vous fait quoi que l'on rende hommage à votre mari à Constantine? Ah oui, c'est un grand hommage. Un grand hommage. Ah, ça m'a fait chaud au cœur. Oui. Et Constantine est faite pour ça aussi, hein, c'est la ville de la culture. Oui. Donc j'espère que vous avez été bien accueillis à Constantine. Formidable. Très bien. Formidable. Ça, je n'en doute pas. Je vous assure que tous les soirs, je fais le compte rendu à mes enfants. Allah ybarak, ça fait plaisir. Formidable. Barakallahu fikum. C'est la moindre des choses, et c'est l'université qui organise, pas nous. Hein. Nous, on est là. Oui. Voilà. Alors, Chicha, alors, que nous présente ce festival d'abord?
Pourquoi le Festival national du théâtre universitaire se tient à Constantine? Un grand remerciement à l'invitation. Je vous en prie, c'est Style matin. Constantine, tout d'abord, c'est un pôle et un capital de création, un capital de savoir, de science. Il est connu pour son talent à organiser des festivités qui honorent l'Algérie. Pour le festival, chaque année, les pôles universitaires ou les villes universitaires posent leur candidature au commissariat pour qu'on choisisse une ville. Une de ces établissements. Cette année, c'est une édition à connotation arabe. Donc, on a déjà. Arabe, je sais qu'il y a des Jordaniens qui sont là, il y a beaucoup de gens, des Palestiniens. Oui, à connotation arabe. Donc, c'était prévu de faire une édition arabe. Mais on a choisi que quatre pays à participer dans ce festival, qui porte le nom d'ailleurs de l'éminent et le grand professeur défunt Allah yarhamou Hamoumi. Ce professeur qui a apporté beaucoup à notre au théâtre universitaire qui n'est pas tout à fait comme les autres théâtres. Voilà, c'est un autre théâtre. Effectivement. Nous sommes ce festival, il existe depuis 24 ans. Quand même. Il est 15 éditions. C'est la 15e édition. 2 éditions arabes. Donc, lui, il a participé presque dans toutes les éditions. Pratiquement, oui. En tant que formateur, en tant que jury, membre du jury, ou président du jury, en tant qu'orientateur. Donc, c'est une expérience à valoriser et c'est tout. Il s'insère dans le cadre de ce qu'on appelle en arabe le masrah. Après 24 ans d'existence, il y a une décision, il y a une convention interministérielle qui a été signée l'année passée par monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et monsieur le ministre de la Culture et des Arts. Cette convention, Al-Masrah fi Rihab al-Jamia, vient de consolider nos efforts, vient de donner un nouveau souffle à ce festival. Et donc, oui, c'est important de dire que l'université et son théâtre, son festival, parce qu'il y a une pratique du théâtre estudiantin un peu partout en Algérie. Et c'est bien qu'il y ait... Alors, la cérémonie d'ouverture s'est déroulée quand même samedi. Il y avait beaucoup de monde. Je vous propose juste quelques images pour permettre à nos amis téléspectateurs de découvrir l'ambiance qui prévalait. Oui. Ensuite, vous allez nous expliquer ce qui s'est passé et comment vont se terminer, parce que le festival dure jusqu'au 25. Voilà. Inch'Allah. Très bien.
Voilà, ça nous a permis de voir quand même et ce qui se passe sur scène et ce qui se passe à côté, en amont, c'est-à-dire les rencontres, les conférences. C'est tout un programme pour le théâtre universitaire. Effectivement, c'est un programme qui est riche et diversifié. Tout d'abord, on a le concours, si on veut dire. Bah oui, c'est un toujours concours, un concours. C'est pour le une meilleur compétition spectacle, entre étudiants et entre œuvres estudiantines. Il y a 12 spectacles qui vont concourir au le magnifique ou le magnifique prix de meilleur spectacle de l'édition. En plus de ces 12 groupes, on a 4 ateliers qui marchent en parallèle. Ces ateliers, et les étudiants qui participent au festival vont bénéficier de 4 ateliers. On a l'atelier de la mise en scène, l'atelier de l'écriture dramaturgique ou créatif, l'atelier de la scénographie et l'atelier de l'interprétation ou de l'actorat. Donc on a 4 qui sont dirigés par des grands éminents professeurs académiciens ou professionnels de l'art du 4e art. En plus de ça, on a les conférences et les débats qui se déroulent après chaque spectacle. Dirigé par des professionnels de 4e art, par des académiciens et par les étudiants, ce qui crée un espace d'échange, extraordinaire, de pensage des étudiants et d'échange intergénération. Donc c'est important. En plus de ça, on a d'autres conférences. On a une conférence qui est très importante avec la participation des commissariats, des membres du commissariat, des étudiants qui sont des membres qui ont participé presque dans plusieurs éditions et des académiciens pour voir. Tout d'abord, après, je m'excuse, j'ai un peu de trac et je suis plus arabe, j'ai une notation. Donc, la conférence, c'est une conférence qui débat ce qu'on appelle l'existence et la réalité du festival après 24 ans d'existence. Et c'est bien de revenir, voilà, c'est de revenir sur les perspectives, ce qui s'est fait durant quand même 15 éditions et de faire le point. C'est toujours pour voir l'avenir, surtout dans le cadre de le théâtre au milieu universitaire ou ما يسمى بالمسرح في رحاب الجامعة. Où je crois qu'aujourd'hui, il y a une conférence qui va se tenir spécialement à l'Institut des Arts de Constantine, en marge du festival. Effectivement, effectivement. Ça s'insère dans le programme. C'est un programme très riche. Qui diversifie et très riche. Il est très riche. En plus de ça, on a chaque jour, on rend hommage à deux piliers du 4e art de la ville de Constantine. La cérémonie d'ouverture, j'ai cru reconnaître Taïeb Dhimi et Ami Abdallah Hamlaoui. Oui, Abdallah Hamlaoui, l'éminent, notre doyen de théâtre. C'est le doyen à Constantine et algérien. C'est un grand plaisir. Hier, c'est M. Issa Mreddef. C'est le pionnier de TRC. Surtout la scénographie. Mise en scène, interprétation. Et Jamal Dakar. Et autres. Il y avait beaucoup de surprises, Inch'Allah. Très bien. Alors, il y a aussi aujourd'hui, à l'Institut des Arts de Constantine, une conférence où vont participer plusieurs personnalités, Doran, il y aura avec comme thème le théâtre universitaire, comme vous le disiez, c'est une porte pour le professionnalisme. Effectivement. Parce que avant d'entrer dans le monde professionnel, on doit faire des études académiques et je pense que le théâtre universitaire est là pour former des hommes de théâtre, des critiques. Et là, je crois que c'était la vocation et surtout l'objectif de votre défunt mari, madame. C'est ça. Et il en parlait sûrement. C'était ça son but. Ouais. Ouais. Et aujourd'hui, on lui rend hommage, justement. Il y aura, je crois, il y aura beaucoup de gens.
il y a un Tunisien, il y a même, je crois qu'ils viennent un peu partout, de Constantine Oran, Batna, pour rendre hommage et parler de votre défunt mari. Alors, ils nous ont donné une petite archive où il parle. Je ne sais pas si Nabil, elle est prête, où... Voilà, alors on va juste écouter ce que disait votre mari dans une des éditions. Rabbi yarhamou, Monsieur Hammoumi Ahmed. أحسني شابا لأن قدمي وطئت هذه الخشبة في السنة 1971 ولعل 90% أو يزيد ممن في القاعة لم يكونوا موجودين فوق الأرض. فإذا من أجل هذا أحسن شابا. أقدم لكم ملاحظات لجنة التحكيم. أولا لاحظتم أن اللجنة توسعت إلى 7 أعضاء وتترأسها السيدة أيت الحاج حميدة. من هؤلاء ال7 أكاديميون وممارسون. Là, c'était au début de sa maladie, hein, comme ça, oui. Mais en tout cas, il présidait la commission, le jury du festival, et il donnait les détails. Et c'est quand même un homme important, et ça vous fait plaisir, je pense, qu'on lui rende hommage aujourd'hui, madame. Ah oui, oui. Oui. Rabbi yarhamou, en tout cas, il aura laissé sa trace, parce que même aujourd'hui, alors le docteur Bouchraki qui anime la conférence aujourd'hui, avec bien sûr plusieurs, c'est surtout au centre des débats, il y aura le théâtre universitaire comme porte d'entrée au professionnalisme et à l'ouverture du théâtre dans le monde arabe. Donc ça va être en débat aujourd'hui à l'université de Constantine. J'espère que ça vous fait plaisir, madame, que regardez le combat de votre mari, Marah Chakak, il est là. Oui. Voilà. Ah oui, 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 ça réchauffe le cœur, comme on dit. Et là où il est, ça doit lui faire plaisir. Sûrement, sûrement. Moi, durant toute cette période... Pour moi, il est là entre nous. Il est là. Oui. Et ça, je pense qu'on ne pouvait pas lui rendre un meilleur hommage. Oui, alhamdoulilah. C'est bon, merci l'université. Je remercie tous les gens de Constantine. Vraiment, c'était chaleureux. Alhamdoulilah. Merci beaucoup. Un dernier mot. Bon, alors, qu'est-ce qui va se passer jusqu'au 25? Donc, jusqu'au 25, le 26 sera la cérémonie de clôture. Donc, c'est la concurrence entre les 12, il y a 12 œuvres. Ouais, 12 donc, 9 Algériens et 3 des pays frères. On a le Sultanat Oman, on a la Tunisie et on a la Libye. C'est des frères. Donc, d'ici le 12, toujours, c'est les spectacles, les débats, les conférences. Et ça se termine le 26 et les étudiants ou le théâtre universitaire, le festival de théâtre a la chance d'avoir accompagné par monsieur le ministre et sous le l'égide. Il était présent à Sidi Bel Abbas au 14e édition. Et cette année, Inch'Allah, il sera présent. Donc, que le meilleur, le meilleur gagne. Donc, c'est un espace vraiment riche d'échanges, de jeunesse, de talent. Ces talents que le théâtre universitaire ou le festival ou le théâtre universitaire était toujours un aval qui donne il y a beaucoup de stars actuellement qui sont issus du théâtre universitaire. Je n'oublie pas de remercier le secteur de la culture et des arts qui nous a toujours accompagnés, comme Hakim Dakar, comme beaucoup, je peux pas citer, comme M. Makhlouf, Boukrouh Makhlouf, beaucoup de... Ouais. Donc, sincère toujours, comme il a dit Monsieur le ministre l'année passée, ou lors de la signature de la convention interministérielle, toujours dans le cadre de la politique de Monsieur le Président, d'ouvrir l'université sur son milieu culturel, social et économique. Et c'est très important de moderniser et de prendre en charge ces étudiants qui ont des grands talents,
mais qui ont besoin d'un peu de... un petit pouce pour exploser leur talent. Et là, c'était vraiment l'objectif et les vœux de feu Hammoumi. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ça doit lui faire plaisir de voir bien que son travail n'a pas été vain. Il est là. Et là. Un dernier mot, madame? Pardon, oui, c'était pas leur professeur, c'était plutôt leur père. Ouais. Il les couvait. Il était tout content lorsque, je sais pas, que... leurs travaux, bien bon, là, ça compte toujours pour lui. Madame, merci beaucoup. Et à Texas, je rappelle que vous êtes la dame, Madame Hammoumi Hassania, épouse du défunt, auquel on rend hommage au théâtre dans cette édition du Festival du théâtre universitaire qui a une connotation internationale arabe, puisqu'il y a plusieurs pays arabes qui sont en train de participer. Chicha Mohamed Ali, on vous souhaite un bon séjour à Constantine. Bien. Vous aussi, madame, marhaba bikoum. Et puis, voilà, on ne va pas aller très loin du théâtre. Vous savez, nous avons aussi à Constantine le Festival de la poésie féminine qui est là. J'ai rencontré la dame, on a discuté un petit peu. Alors, très bien. C'est chaleureux. Très bien. Oui. Et j'espère que vous aussi, vous allez prendre du plaisir à passer quelques jours avec nous à Constantine. Nous allons parler du Festival de la poésie féminine qui s'est clôturé hier à Constantine. Et il y avait beaucoup de monde, beaucoup de participantes. Et comme c'est un festival de poésie féminine, ben c'est notre consoeur Fayrouz Marabt qui s'est rendue là-bas pour nous faire ce compte rendu. Le temps aussi de remercier mes deux invités. Merci beaucoup. Je vous souhaite un bon séjour et bon retour, bien sûr, chez vous. Voilà. Le temps de voir ce qui s'est passé durant les 3 journées de la poésie féminine, Festival de la poésie féminine, et le temps de recevoir Madame Keltoum de Fous dans la dernière partie de l'émission. اليوم نلتقي في قسنطينة ونحن نحتفي بشاعرات الجزائر من خلال المهرجان الثقافي الوطني للشعر النسوي في طبعته 14، والتي أعطى هذه السنة استحدث فرعا جديد واستحدث فرعا وأحيا به الموروث الثقافي الجزائري، وهو الشعر الملحون. هذا إلى جانب الشعر الفصيح، حيث تألقنا وأبدعنا. هي لوحة صنعها شباب قسنطينة، أعطوا تصور عن طريقتهم لهذه القصة الجد مؤثرة والمعروفة. حنا جمعية شباب جينا اليوم بالتعاون مع دار الثقافة مالك حداد باش نقدموا نموذج تاع ذكاء اصطناعي، وين هذا النموذج راح يعاون باش نحافظوا على الثقافة والتراث تاعنا هنا في الجزائر. هذا النموذج يتمثل في واش؟ يتمثل في هو عبارة عن موقع كأي موقع المشهور فيهم كل كيما شات جي بي تي، تسقسيه دي كاسيون على التراث تاعنا ولا على السياحة الداخلية ولا على أي كاسيون قادر تجي في راسك. بور لو مومون راهو مبني على داتا تكزيستي في الانترنت كل، مي حابين حنا نوصلوا نبنيو على داتا تاعنا حنا تاع الجزائريين. تسقسيه يعطيك جميع المعلومات اللي حابها انت، مثلا تسقسيه على التراث الامازيغي يعطيك على المعلومات الكل، تسقسيه على اي حاجه في السياحه يعطيك لي زانفورماسيون. بور لو مومون هذا سي ان بروتوتيب، مي ان شاء الله بالتعاون مع ولايه قسنطينه وبالتعاون مع دار الثقافه راح ان شاء الله نونسيوه ويكون نموذج ذكاء اصطناعي جزائري 100% مبني على داتابيز جزائريه 100%، وراح نحافظوا باش نساهموا باش نحافظوا على التراث تاعنا. اليوم معكم فريق بحث من فرق البحث اللي كاينه في هذا مركز البحث. فريق البحث هذا
يخدم على تطبيق التكنولوجيات الحديثة للحفاظ على التراث المعرض للخطر. دونك l'équipe هذه عندها une très grande expérience pour dire dans la numérisation du patrimoine. درنا رقمنة pratiquement 25 monuments et sites historiques à travers l'Algérie. التجربة الأولى كانت عندنا في قصر الحاج أحمد باي، والتجارب كانوا كثيرين. عندنا تيديس، عندنا صومعة الخروب، لو سيت اركيولوجيك دو تيبالينا خنشله. الخدمه تاعنا فيها دو فولي، فيها لو فولي تكنيك اللي فيه الرقمنه والارشيف الرقمي، واللي درك يا اون اوتر ايكيب كي انترفيان اللي تخدم على الذكاء الاصطناعي باش نواكبوا الشيء اللي راهو صاري في العالم، باش الجزائر تكون توجور في الطليعه. والزيارات الافتراضيه ستا نوتر فولي اللي باش نديروا الترويج الثقافي. حاضرين اليوم باش نعرضوا برنامج اللي الفريق تاعنا خدم عليه، وين يستعمل الذكاء الاصطناعي باه يعاون الناس تتعرف اكثر على المنتوج الثقافي والسياحي والموروث المادي واللامادي اللي قسنطينة كولاية تزخر به والجزائر ككل. من ولاية غرداية مشاركة في المهرجان الوطني للشعر النسوي الذي جاء بعنوان ألا هبك بشعرك في أحضان ولاية قسنطينة. هذه الولاية المضيافة التي يعني احتضنت مجموعة من شاعرات الوطن اللواتي أجدنا وأبدعنا في كتابة الحرف العربي الأصيل والحرف النسوي. نشكر ولاية قسنطينة على رحابة صدرها، كما نتمنى لباقي المشاركات حظ موفق إن شاء الله في هذا المهرجان. اليوم راني ضيفة مدينة قسنطينة العلم والعلماء، لي كل الشرف أني راني مع شاعرات من كل القطر الجزائري، وكانوا الجميلات، أنا نقول الجميلات، ورانا في مدينة الجمال. نشكروا كثير قسنطينة على هذا المهرجان اللي نتمنوا له كل دوام من بالعباس جايه لقسنطينة. وانا في الطريق هاجولي الافكار، شفت بلادي فاتحه مثل الكرمه وعلى طرف السطح ورد نوار. انا هي العاشقه فيها ديما، وهي فيها عاشقه والحب سرار، رسمتني في خدها مثل الوشمه وانا رسمتها على شفاي وشمه نار. اختصرت لي مليون سلمى في سلمى، وسلام العاشق عشته باختصار. قمر بلادي كي الضوء وسط الظلمة، غازل الشمس المحبة كل نهار. عزية سعيد Voilà, donc c'était le compte rendu de ce qui s'est passé durant le Festival de la poésie féminine, mais il y avait quand même un beau spectacle d'ouverture qui rendait hommage à Haizia, qui est l'un des plus grands poèmes d'Algérie. Madame Keltoum de Fous Marhababik, d'abord merci d'être là. Merci Monsieur Belkadia, bonjour à tous les spectateurs de Canal Algérie. Vous me voyez ravie et contente aujourd'hui parce que je viens parler enfin de la poésie féminine algérienne. Je viens justement parler d'un grand festival culturel national sur la poésie féminine algérienne qui a eu lieu à Constantine du 17 au 24 17 au 21, oui, voilà. À l'occasion du mois du patrimoine, il y a eu une ouverture grandiose au Palais de la Culture Melek Haddad, où justement il y a eu la poésie de Mohamed de Guitouni, hein, qui est Haizia, qui est notre Roméo et Juliette à nous. Alors, au lieu de faire des études sur Roméo et Juliette, faites sur Haizia et Saad, qui est un grand poème d'ailleurs pour la musique. Pour ceux qui n'ont pas reconnu, la musique et la version
de Haizia, mais chanté par Doumez, Reda Doumez. C'est ça, parce que cette année, en plus de la poésie classique, on a ajouté l'art du melhoun. Parce que l'art du melhoun, c'est grâce à ce type de poésie qu'on a pu garder notre patrimoine, notre culture algérienne. C'est grâce au melhoun que la femme algérienne a pu transmettre toute notre culture, parce que les chants des femmes étaient le miroir de notre culture. Oui. Et donc, quand je parle de Haizia, ce fameux poème qui restera à jamais le poème le plus inspirant, qui inspire tous les poètes et tous les écrivains, faisait partie, et même un film. Oui, parce que M. Hazorli, notre grand réalisateur, a fait un film sur Haizia. Sur Haizia. Tous les écrivains ont été inspirés par cette histoire. Je ne sais pas si c'est la tristesse de la fin de l'histoire, mais ça restera un des poèmes de notre patrimoine algérien. Et il s'agit ici aussi que la poésie n'est pas seulement féminine. Le poète a été homme qui a écrit sur cette fameuse histoire d'amour. Alors, la poésie au féminin, pour une écrivaine comme vous, qui est aussi poétesse, mais même on a vu la poétesse de Belabès qui disait, qui déclamait en melhoun quelques très beaux vers. Donc, mais la femme, quand elle s'exprime en poésie, c'est autre chose, ça a une différence avec l'homme. Ce festival, Monsieur Belkhaïdia, a réuni plus d'une quarantaine de poétesses venues de toute l'Algérie, de toutes les wilayas d'Algérie, vous venez de voir, de partout, du nord, du sud, de l'est, de l'ouest. Et il est venu mettre en valeur la voix des femmes. Parce que ce n'est pas seulement un événement culturel, c'est aussi un événement, une expression des libertés de la femme algérienne. Parce que la femme algérienne, quand elle s'exprime pour chanter non seulement sa culture, pour chanter la voix, la plus belle voix de l'art, du beau, parce que qui dit poésie, dit l'indicible, l'ineffable, la beauté, le miroir de l'âme et la sensibilité de l'âme femme algérienne. Oui, la sensibilité de la femme, là, s'exprime totalement dans ce festival de la poésie féminine. Bon, c'est vrai que c'est la 14e édition, je pense, 13, 14... c'est le 14e, le 14e festival. Et j'ai beaucoup aimé le titre « Ala hubbi ». Ô poétesse, insuffle ton verbe poétique. C'est une invitation à l'âme, à la poésie. C'est une injonction au beau, à la beauté. Et pendant ces journées de poésie, le palais de Malek Haddad était un écho de l'âme de la femme algérienne. On a vu beaucoup d'activités, il y a eu des conférences, des communications, des critiques littéraires, des récitals, il y a eu aussi des lectures à haute voix de la poésie, et on a aussi compati à la douleur du peuple de Gaza. Il y a eu de la poésie lors de la clôture, il y a eu une lecture en chorale et en chœur. Ça, c'est bien. Très émouvant, Al-Quds, l'Il-Qudsi Salam. Et c'était très émouvant. Alors, cette année, cette édition aussi se tient en marge de l'événement qui se veut être la voix du patrimoine, puisque le mois du patrimoine a commencé, et vous avez fait un tour à Tidis, où vous avez partagé un moment pour rendre hommage au mois du patrimoine, et vous avez partagé aussi des traditions. Oui, j'ai porté quelques notes pour ne pas oublier, tellement le festival était riche. Il y a eu quand même le festival, donc la commissaire, Madame Emina Diou, a essayé de faire de ce festival un centre d'intérêt de la plume algérienne, et qui n'a pas été seulement emprisonné dans le salon. Bah oui, dans le salon. Mais on est sorti, c'était une excursion touristique sur les vestiges de Tidis. Et puis les poétesses ont déclamé leur poésie sur les ruines, sur les vestiges de notre passé. C'était très beau et c'était beau à voir. Et vous avez même partagé, je crois, Kahout al-Asr, qui est une tradition constantinoise. Tradition constantinoise en plein air sur les vestiges de la belle cité antique de Tidis.
Et puis, il y a eu aussi à l'université des soirées, une soirée poétique au niveau de la cité universitaire 7 à Ain el-Bey, où il y a eu ihtikak, il y a eu un échange entre étudiants et poètes et poétesses. Et c'était magnifique pour dire que ce festival était ouvert sur plusieurs horizons. D'abord sur les sites touristiques, sur l'université. Il y a eu même vous venez de voir, il y a eu des informaticiens qui sont venus nous... Oui, on a vu le centre de recherche qui présentait son travail de numérisation des sites historiques, mais aussi, on a vu l'intelligence artificielle au service du patrimoine, ça c'est important. Parce que le patrimoine, justement, le slogan justement du mois de patrimoine, c'est le patrimoine à l'ère de l'intelligence artificielle. Donc, il faut que la culture continue sa marche pour inviter les jeunes aussi à s'exprimer, parce qu'il y a eu des jeunes poétesses qui étaient lauréats. Il y avait un concours. Et il y a eu des lauréates qui ont été primées par Madame la commissaire, et puis c'était sous le patronat du ministère de la Culture et sous l'égide de Monsieur le Wali de Constantine. Tout était bien organisé. C'est vrai que le festival, il est rodé. Hein. Chaque année, il y a une rencontre. Les femmes, les poétesses, les écrivains viennent d'un peu partout. Et elles sont là pour partager un moment de poésie. Oui. Et je sais que vous lisez beaucoup entre vous, vous lisez mutuellement. Oui, on s'échange, on se critique aussi, bien, ouais. On se parle. La thématique était très variée parce qu'une plume de femme, ça parle de culture, ça parle de douleur, ça parle de souffrance de la femme. C'est le porte-parole de toute une société. Et c'est pourquoi il y a eu une variété de poésie en lettres arabes, classiques, et cette année du melhoun aussi, il y a eu en lettres françaises, dans toutes les langues, en amazigh. C'est ça la variété de, justement, la langue de la poésie, parce que la poésie, c'est du beau. Et oui, et en plus, avec cette diversité qu'il y a en Algérie, vous avez alors, surtout les poèmes en amazigh, Cher le Melhoun, qui est très beau. Surtout, la poésie, le Melhoun est un des... Je sais pas, c'est un des genres de poésie qui est très répandu en Algérie. Bon, je sais qu'il y a un festival, Cher le Melhoun, mais Cher le Melhoun au féminin, je crois qu'il n'y en a pas beaucoup. Et puis... la femme, c'est la passeuse de l'histoire, c'est la passeuse de notre culture. Et notre culture, elle s'inspire justement de cette oralité. Elle n'était pas écrite, notre culture. Elle était orale et elle se transmettait de bouche à oreille. Et nous, maintenant qu'on a la chance d'écrire, on essaye de porter justement le message de liberté et de paix, le message d'amour que nos grands-mères, que nos aïeux nous ont transmis. Et il est de notre responsabilité maintenant de le faire passer à la génération de l'intelligence artificielle. Et oui, que peut apporter l'intelligence artificielle dans la transmission de ce message féminin, si l'on peut dire ? Alors, de nos jours, on essaye toujours de voir d'un œil critique l'IA, c'est-à-dire l'intelligence artificielle. On se dit, oh, maintenant, l'IA, elle peut produire des poèmes, elle peut faire de la musique. Mais la volonté humaine restera toujours une sacrée histoire, parce que quand c'est quelqu'un, c'est une personne qui écrit, c'est différent de la machine. La machine, elle essaie de ramasser un peu partout des fragments de phrases, mais quand c'est l'être humain qui écrit, personne ne pourra le remplacer. La machine est mécanique, l'être humain, c'est des sentiments. Puis cette émanation de sentiments et cette sensibilité féminine, je pense qu'on ne va pas, ou sensibilité du poète, on ne va pas la retrouver dans une machine ou dans... je pense pas. Pas du tout, parce que moi, quand je dis, quand les femmes parlent, ou écrivent, ou chantent, il faut savoir les écouter, parce qu'au fond de chaque femme, il y a une bataille qui ne cherche qu'à sortir, parce que la voix des femmes, elle s'élève d'une terre ancestrale qui a connu des poétesses, qui a connu des guerrières, qui a connu des femmes poétesses et qui dirigeaient tout un pays. Donc, il faut savoir les écouter, parce qu'elle ne demande qu'à sortir cette bataille-là pour exprimer notre liberté d'agir, notre autonomie, notre culture et notre patrimoine.
Et votre féminité. C'est ça. C'est ça qui fait, tente de sortir par le biais de la poésie, de quelques vers bien déclamés. On a vu que les lectures se sont bien déroulées. Finalement, le festival s'est terminé. Qu'est-ce que vous avez retenu de toutes ces journées? Parce que c'est un rendez-vous auquel vous êtes habituellement et traditionnellement invité à chaque fois. Mais cette année, je crois que c'est un peu particulier. Alors, le 14e festival était un petit peu particulier. D'abord par la présence de l'art du Melhoun. Et c'est très important, c'était un pan de notre culture qu'on avait un petit peu négligé parce qu'avant c'était... C'est bien de le mettre en avant. Classique, on l'a mis en avant, premièrement. Deuxièmement, il y a eu une variété, en plus des excursions, de l'ouverture sur l'université. Il y a eu aussi l'introduction de l'informatique, de l'IA dans ce festival. Et puis, il y a eu une richesse indescriptible avec des jeunes poétesses qui étaient lauréates du concours. Chaque année, ce concours se présente avec ce festival. C'était indescriptible. Alors, à chaque année, il y a une vocation. Quand on termine un festival, on fait le bilan, mais on se projette déjà sur la prochaine édition. Oui, on s'est déjà projeté. Il y a eu des petits rapports dans lesquels on essaye toujours de demander un petit peu plus de soutien matériel pour ces activités culturelles. Plus les prix, on voudrait quand même qu'ils soient réévalués pour encore accorder plus d'importance à la création féminine. Un dernier mot avant de nous quitter, parce qu'on arrive un peu à la fin de l'émission. J'espère qu'on aura essayé d'être un peu complet en parlant de ce festival de la poésie. Je voudrais un petit poème. Oui, je voudrais juste lire un poème de mon dernier recueil de poésie de cette trilogie. C'est Le temps d'aimer sans en faire. Je vais juste lire un petit poème pour souligner que Constantine est la ville des amours. Alors, Constantine, un rocher, un fleuve et une soif, une rage de vie, un sourire et un bel amour. À son écho, nos cœurs feraient bien un retour à cette légèreté qui déshabille, qui décoiffe. Constantine se souviendra des lambeaux, de nos moments tendres de son écrin, la saveur des nuits étoilées pleines d'entrain, coteau de brume sur son fleuve le plus beau. Constantine est un amour qui grouille de joie pour ceux qui savent aimer. Elle fête un phare où tourbillonnent nos silhouettes, au secret des alcôves, un murmure, une voix. Regarde Constantine. Constantine est plus belle que ces corbeaux noirs de mauvais augure, que cette peau rugueuse de roc qui dure. Laisse-toi envoûter par sa voix sensuelle. Quand elle finira de chanter sans rumelle, nous nous aimerons encore de plus belle. Je ferai pour toi la porteuse de pierre et tu feras pour moi le bâtisseur de la terre. Oh, c'est que c'est joli. Voilà. Merci beaucoup, Madame Kulthum Nefous. Merci d'avoir. Et à très bientôt, Inch'Allah, pour d'autres œuvres littéraires, peut-être en poésie. Voilà, merci d'avoir répondu à notre invitation. Et là, on arrive au terme de ce Bonjour d'Algérie à partir de la station régionale de Constantine. On va remercier Nabil Yagoubi qui aura réalisé ce Bonjour d'Algérie en compagnie de toute l'équipe de la station régionale de Constantine, en espérant vous retrouver mardi prochain, Inch'Allah. D'ici là, je vous souhaite un excellent week-end. À très bientôt, Inch'Allah.